Revenons sur Emmanuel Macron, puisque dans exactement un an, jour pour jour, il aura tout juste quitté le pouvoir. Ça veut dire qu'il lui reste un an. Un an pour forger un héritage. Alors, pour certains, ce sera court, pour certains, ce sera long cette année. Mais qu'est-ce qui, d'un point de vue d'analyse politique, tel que vous êtes, Raphaël Steinville, Jean-Michel Salvatore, qu'est-ce qui pourrait être emblématique pour lui? On parle de plusieurs de ces lois qui sont en cours d'examen au Parlement, notamment l'euthanasie, l'interdiction des réseaux sociaux, ce service national volontaire, ou alors plutôt une voix qui porte sur l'international. Raphaël Steinville. Non mais quel héritage? La question, elle est vertigineuse, je pense, pour Emmanuel Macron. On se souvient que la grande réforme, la seule réforme qu'il a pu faire passer ces dernières années, c'était la réforme des retraites. Il a été obligé d'abandonner cette réforme pour pouvoir durer, pour s'éviter une dissolution et s'éviter surtout cette petite musique qui revenait avec insistance de sa propre démission. Et aujourd'hui, la dernière chose qui restait encore à l'actif d'Emmanuel Macron, c'était d'avoir fait reculer le chômage à des niveaux rarement atteints en France ces dernières années. Et depuis maintenant quelques mois, on voit les chiffres du chômage gonfler. Et donc tout le bénéfice, qui est le seul bénéfice qui était encore le sien sur le terrain économique, est en train de s'évaporer. Et la situation mondiale fait craindre malheureusement que ces perspectives noires ne cessent de se confirmer au fil du temps. Jean-Michel Salvatore. Moi, je pense qu'il ne restera pas grand-chose de 10 ans de Macron à l'Élysée. Je pense qu'il est à l'origine de la décision la plus absurde de toute la Ve République. Et cette décision, c'est la dissolution. Bon. Et depuis la dissolution, d'un côté, les quelques réformes qui avaient été faites ont été entamées, ou on est revenu dessus. Alors, Raphaël parlait de la réforme des retraites, c'est exact. Mais en fait, depuis la dissolution, moi j'ai quand même un peu l'impression que le président, il est dans une réalité différente. Il ne s'occupe plus du tout des Français. Regardez ce qui se passe ces derniers jours. Regardez les difficultés des Français. Vous avez le chômage qui augmente. Vous avez les faillites qui n'ont jamais été aussi importantes, plus de 70 000. Vous avez des problèmes de pouvoir d'achat. Vous avez les problèmes des prisons. Vous avez les problèmes d'immigration. Vous avez les problèmes de narcotrafic. Vous avez Et que fait le président de la République? Il voyage. Il voyage, donc il va voir le pape. Il lui tape pas sur le ventre comme avec le pape François, mais il va voir le pape, et puis il va en Arménie où il va chanter avec l'exécutif arménien la chanson d'Aznavour, et puis il fait sa petite tournée en Afrique où il fait la leçon à tout le monde. Il fait du buzz sur les réseaux sociaux. Et voilà, et puis bon, il s'occupe un peu de la guerre, mais on voit bien que jamais la France n'était aussi peu influente que ce soit sur le Proche-Orient ou au Liban. Bon, il s'amuse, il prend un plaisir fou à être président. Et pendant ce temps-là, les Français se retrouvent dans des problèmes absolument incroyables. Et il y a une déconnexion complète. Parce qu'il n'a plus de levier, vous l'avez dit vous-même, à cause de cette dissolution. Oui, mais c'est un peu la stratégie du coucou. C'est-à-dire qu'il voyage et il s'amuse parce qu'on a vraiment l'impression qu'il jouit du pouvoir. Je ne sais pas, quand vous le voyez, vous avez l'impression qu'il est vraiment... C'est le grand kiff, quoi. Bon, c'est le grand kiff, il sait qu'il en a plus pour un an, il s'amuse, et alors de temps en temps, il revient en France, c'est la stratégie du coucou, pour vous dire, tiens, les réseaux sociaux, il faudra peut-être les interdire pour les moins de 15 ans. Tiens, le service national, il faudrait peut-être le décider parce que la situation géopolitique a changé. Tiens, l'euthanasie, il faudrait peut-être accélérer. Oui, il pousse sur ces trois réformes, c'est ça que je vous ai cité. Et puis ensuite, il retourne dans sa boîte, et puis il repart voyager. Bon, excusez-moi, mais je pense que les Français, si vous voulez, sont totalement interdits devant cette attitude, et je pense qu'il le paiera très très cher à l'heure du bilan. L'heure du bilan, il a quasiment sonné aujourd'hui, parce que finalement, si vous voulez, non seulement il ne reste rien, mais j'ai l'impression que les Français, ils s'en fichent. Oui, moi je serais presque encore plus sévère que Jean-Michel, parce qu'on a l'impression, à vous entendre, que la dissolution, l'acte de dissoudre cette assemblée a été décisif finalement dans l'évanescence d'un pouvoir qui avait déjà très largement fui l'Élysée. Moi, ce que je pense, c'est que d'une certaine manière, le bilan d'Emmanuel Macron, avant même cette dissolution, était déjà assez terrible. D'ailleurs, les élections législatives qui ont suivi sa
sa réélection ont été le premier signal. Les Français ne lui ont pas accordé une majorité absolue pour poursuivre sa politique. C'était déjà un premier avertissement qui montrait toutes les fragilités de ce macronisme qui effectivement est très largement ivre de lui-même pour des résultats très incertains, voire extrêmement médiocres. Il y a la seule chose, moi, que je retiens de ces 10 ans d'Emmanuel Macron, c'est la résurrection de Notre-Dame. Et s'il avait appliqué la même énergie, s'il avait pu finalement décider de lois spéciales, notamment sur les prisons, ça a été évoqué par Jean-Michel, on manque cruellement de places de prison, il y a des blocages administratifs, des blocages politiques qui font que ça n'avance pas ou pas assez vite. S'il avait pris cette décision courageuse de se passer d'un certain nombre de... Il l'a dit, il a inventé cette méthode Notre-Dame, c'était la méthode Notre-Dame. Oui, mais la méthode JO il l'a fait véritablement qu'une seule fois, et sinon c'est pour nous imposer des éoliennes dont les Français ne veulent pas. La question des suites du macronisme après son départ. Est-ce que le macronisme survivra au départ d'Emmanuel Macron ? Alors écoutez, moi je pense qu'il va se passer pour Macron ce qui s'est passé en Angleterre pour Tony Blair. Tony Blair, vous vous souvenez, qui avait un positionnement d'une gauche très, très réaliste, très pro-business. Bon, Tony Blair a fait ses 2 ou 3 mandats, et puis une fois qu'il est parti, la gauche est revenue à la gauche et la droite est revenue à la droite. Moi j'ai un peu le sentiment qu'il va se passer exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de place pour le macronisme. Et d'ailleurs, quand vous regardez tous les candidats qui se présentent à la succession de Macron et qui appartiennent au bloc central, il n'y en a pas un seul qui se revendique véritablement de Macron. Et vous avez même Édouard Philippe qui, lui, a toujours assumé qu'il était de droite. Gabriel Attal, c'est vrai que bon, là, c'est peut-être un petit peu moins évident. Mais je vous confirme. Mais je sais pas ce que vous en pensez, Raphaël, mais moi, j'ai quand même le sentiment que le macronisme n'existera plus après Macron. Alors ensuite, le sujet, c'est est-ce qu'il veut revenir ? Est-ce qu'il aura les moyens de revenir en 2032 ? Ça, on verra. Ouais, on a encore le temps là. Oui, non, mais c'est certain que cette promesse d'Emmanuel Macron de dépasser les clivages politiques, d'en finir avec la gauche et la droite, elle a vécu avec Emmanuel Macron, et on voit l'extrême polarisation aujourd'hui du paysage politique pour se convaincre que ce n'était qu'une parenthèse. Après, effectivement, la question centrale est de savoir si Emmanuel Macron, à défaut d'avoir encore le pouvoir ou même de l'exercer aujourd'hui, n'a pas la volonté de durer et de placer un certain nombre de ces hommes, alors soit pour revenir, soit pour contrarier ceux qui sont amenés à lui succéder. Et c'est probablement ce qui est en train de se passer, comme l'ont fait ses prédécesseurs. On a parlé d'un État socialiste sous Emmanuel Macron avec un certain nombre de postes clés de la République qui étaient occupés par des figures du socialisme. On est peu ou prou en train de voir la même chose se passer avec Emmanuel Macron. Justement, une transition formidable. Merci beaucoup Raphaël Steinville, puisque le président de la République a procédé depuis quelques mois à la dénomination de proches à des postes sensibles et exposés. Ça fait polémique. Citons Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel, Amélie de Montchalin à la tête de la Cour des comptes, l'ancien secrétaire général à la présidence de la République, Emmanuel Moulin, qui pourrait devenir gouverneur de la Banque de France. Alors, est-ce qu'il façonne les institutions à sa main pour l'après 2027 ? Aucun doute, répond Sébastien Chenu, député du Rassemblement national. Écoutez-le. C'est le verrouillage de l'appareil d'État par les amis d'Emmanuel Macron. Tous les jours, Emmanuel Macron nomme, c'est le cas aussi au Conseil d'État, des amis, des copains pour verrouiller l'État, pour que s'il y avait demain une alternance, si le Rassemblement national arrivait au pouvoir, il soit entouré d'amis d'Emmanuel Macron. Et puis le parcours de M. Moulin, qui, à titre personnel, est probablement quelqu'un d'estimable, mais son parcours nous démontre que ses compétences ont été très limitées. Il a été le directeur de cabinet de Bruno Le Maire, le ministre des Finances qui a flingué le pays et flingué les finances publiques du pays. Donc, si vous voulez, ce parcours ne plaide pas en la faveur de l'intéressé. Bon, Jean-Michel Salvatore, en même temps, pour reprendre cette expression, ils l'ont tous fait, non ? Alors c'est vrai qu'ils l'ont tous fait, notamment je me souviens, Chirac, il avait nommé au Conseil constitutionnel quelques mois avant de partir, il avait nommé Jean-Louis Debré, qui était l'ennemi personnel de Nicolas Sarkozy, qui s'est retrouvé président assez vite et qui a dû subir Jean-Louis Debré pendant tout son quinquennat. C'est vrai qu'ils l'ont tous un peu fait. Là, ce que je trouve assez cocasse, si vous voulez, enfin, je trouve que c'est assez grave, parce que, bon, on sait très bien que Emmanuel Macron, sa hantise, c'est de donner les clés de l'Élysée
au Rassemblement national. Il l'avait dit d'ailleurs avant même d'être élu une première fois en 2017. Il avait dit qu'en fait son l'objectif de dépassement, c'était de rendre le Rassemblement national sans objet. Bon, là il y a un vrai risque que finalement il soit obligé d'accueillir dans la cour de l'Élysée l'année prochaine soit Jordan Bardella, soit Marine Le Pen. On verra ce que donnent les élections. Mais c'est vrai que quand on regarde les sondages, il y a un vrai risque. Et là, il essaye de jouer un espèce de troisième tour. C'est-à-dire, il se dit, surtout avec le Conseil constitutionnel, je pense que c'est surtout ce poste-là qui est le plus contestable. Là, avec Richard Ferrand, qui est l'un des grognards de la Macronie, il l'a installé là avec cette idée qu'il faudrait que tu les empêches de faire ce qu'ils ont envie de faire. Bon. Enfin, Stainville, sur ces nominations. Oui, il y a quelques semaines, on a consacré notre une à la République des copains et justement aux nominations qu'Emmanuel Macron réalisait. Je ne sais pas si vous savez, mais ce nombre de nominations qui relèvent du pouvoir présidentiel, on est incapable de dire exactement le nombre de postes qu'il relève. C'est entre 5 et 10 000 postes qu'Emmanuel Macron peut avoir à sa main. Et je pense que ce dernier pouvoir qu'il lui reste, il l'utilise jusqu'au bout avec un certain plaisir.